contrôle la situation. Alors, vous n'êtes pas très nombreux, ça ne me dérange pas, parce que ça m'a permis de travailler un peu plus sur ce sujet important. Ce qui est peut-être dommage, c'est qu'il n'y ait pas plus de monde pour l'intérêt du sujet de l'agisme. L'agisme, vous allez voir, ça va bondir très fort dans les années qui viennent. Et je me suis félicité que votre organisatrice m'invite aujourd'hui à parler de ça. Alors moi je suis prof honoraire, hein, je suis à la retraite maintenant, enfin je continue à donner pas mal de cours. Je suis prof de médecine interne, et j'ai été patron de la gériatrie dans mon université d'origine qui est Grenoble, puis dans une université qui m'a adopté et que j'ai adopté avec beaucoup de plaisir, qui était Nice, au CHU. Et j'ai pris ma retraite et je suis toujours intéressé par les problèmes du vieillissement en tant que gérontologue, peut-être plus que gériatre. La différence, vous la connaissez. Le gériatre, c'est un médecin qui s'occupe de personnes âgées malades, hein. Et un gérontologue, c'est un savant, un scientifique qui s'intéresse aux sciences du vieillissement, mais qui n'est pas forcément médecin. Donc en tant que gérontologue, je continue à agir pas mal, et je suis président d'une université du troisième âge, qui est probablement la plus grande de France ou d'Europe, qui est à Grenoble, qui a été créée il y a 43 ans, qui s'appelle l'Université Interâge du Dauphiné, où la moyenne d'âge des étudiants c'est de 65 ans, et j'en ai 6000. Et donc, en tant que gérontologue, c'est pour moi très important de faire ce boulot, de présider une université où il y a 500 programmes de cours différents, il y a tout ce qu'il faut. Mais parce que à l'âge de la gérontologie, eh on fait encore plein de choses. On est encore très actif. Vous savez peut-être pas que 20% des startups sont créées par des vieux, dont je suis vieux. Donc, le fait qu'on discrimine les vieux, c'est probablement un problème. Et vous allez voir que ça s'ouvre à d'autres domaines qui sont la discrimination par âge, puisqu'on peut discriminer les jeunes également, ce qui vous sera plus proche éventuellement. Alors, les discriminations anciennes et nouvelles, parlons-en. Donc, mes sources et mes origines, c'est l'Université de Grenoble, l'Université de Nice, l'Université Interâge du Dauphiné, la Société internationale de gérontechnologie ou de la Société internationale de gériatrie ou gérontologie, dont j'étais le vice-président et le secrétaire général mondial, ce qui m'a fait approcher par notre équipe des Nations Unies ce qui se disait aux Nations Unies sur les droits de l'homme. Et j'ai monté l'équipe de New York, qui a été la plus active au départ sur la défense des droits de l'homme et de la femme âgée, il y a une dizaine d'années. Puis bon, maintenant je m'occupe surtout des Nations Unies sur Genève, c'est plus près de chez moi, mais j'ai été très impliqué dans cette question des droits, pour ça que je vous en parlerai avec cette vision-là. Je vais vous dire beaucoup de choses, j'essaierai de tenir les temps, bien sûr. Je compte sur vous pour me faire signe si je le dépasse, parce que j'aimerais bien qu'on puisse échanger aussi. Et si vous avez des questions, comme vous n'êtes pas nombreux, vous levez la main même pendant mon discours, ça n'a aucune importance. Que se posent les jeunes kinés que vous êtes par rapport à la question de l'agisme? D'abord, la première question, c'est qu'est-ce que c'est que l'agisme? Pourquoi et comment cette notion est-elle apparue dans notre société? Comment peut-on agir en tant que professionnel de santé? Comment lutter contre l'agisme, que ce soit dans la société ou dans les pratiques professionnelles, par exemple en milieu hospitalier? Ou quelle posture pouvons-nous adopter? Voilà les questions qu'on m'a données ici pour que je voie un peu ce que vous attendiez. Donc je vous propose un plan que je détaille. On va définir l'agisme tous ensemble.
On va voir ce que c'est que l'agisme au quotidien. On va voir ce que sont les conséquences de l'agisme sur ses victimes. On va voir quelle est l'ampleur des conséquences sociales de l'agisme. On verra, si vous voulez bien, un peu d'explication psychosociologique sur ce que c'est que ce racisme anti-âge. Et puis nous verrons qu'est-ce qu'on peut faire individuellement, qu'est-ce qu'on peut faire collectivement en tant que professionnel, et quelles sont les dimensions politiques et planétaires de l'agisme. Vous êtes d'accord avec ce plan ? On continue ? Continuons. Alors, définition de l'agisme. Alors, comme dans l'impressionnisme, vous savez, le peintre met des petites touches de couleurs successives qui donnent des impressions. C'est ce que je vais faire avec mes définitions. J'en ai plusieurs. Et bien, vous allez les entendre comme des petites vignettes les unes à côté des autres. Ça vous donnera une sorte de portrait robot, puisque on a une certaine liberté sur le choix des définitions. Mais pour votre collègue qui fait un mémoire là-dessus, il faudra qu'il s'accroche à des définitions très officielles. Ça sera mieux. Le premier qui a parlé de l'agisme, c'est lui. C'est un gérontologue. Il était psychiatre. Du comité consultatif du district de Columbia dans la ville de New York. C'est le premier qui a parlé d'agisme. Et notre ami Butler, qu'est-ce qu'il a dit en 1969, lors d'une interview du Washington Post? Il a dit « L'âge peut être considéré comme un stéréotypage ». On reverra ce mot-là tout à l'heure. C'est un mot important que vous allez apprendre aujourd'hui si vous ne le connaissez pas déjà. De discrimination à l'égard des personnes parce qu'elles sont vieilles ou parce qu'elles sont jeunes d'ailleurs, on va le revoir, tout comme le racisme et le sexisme accomplissent avec la couleur de la peau et le genre. Je constate que l'agisme se manifeste dans un large éventail de phénomènes, tant au niveau individuel qu'institutionnel. Stéréotypes, mythes, dédain, dégoût, évitement simple, subtil du contact, pratiques discriminatoires dans le logement, dans l'emploi et les services de toutes sortes. Voilà ce que disait Butler en 89, repris en 2005. Pour nous, humains, Butler a été le découvreur de l'agisme, si vous voulez. En langue française, c'est Martine Lagacé, une prof de sociologie de l'Université d'Ottawa au Canada, qui a utilisé le mot agisme en français. Et si on va sur Wikipédia, vous avez un papier de Boudjemadi, qui est un jeune sociologue assez génial, qui est actuellement futur prof à Strasbourg, que j'ai beaucoup aimé et que j'ai invité à des congrès pour parler de ça, et notamment aux Nations Unies. Alors, le terme agisme, lors de sa création en 1969 par Butler, on vient de le voir, fait surtout référence aux discriminations touchant les vieux. Pour moi, le mot vieux n'est pas discriminant, c'est celui que j'utilise pour moi-même. Je suis un vieux. D'autres disent je suis un jeune. Moi, je suis un vieux. Bon, ça ne me choque pas. Mais enfin, il y a des gens que ça choque. Alors, vous verrez. Il est employé pour toutes les personnes qui sont victimes, quel que soit leur âge. De nombreuses manifestations de l'agisme touchent les jeunes. La culture occidentale valorise la productivité, la force, la beauté et la jeunesse. Compte tenu du vieillissement de la population et de l'augmentation de l'espérance de vie, cette valorisation de la jeunesse risque de faire des personnes âgées les victimes de l'agisme. Vous commencez déjà à toucher ce que c'est que cette définition. Voilà mon ami John Bird, qui était en 2017 le directeur des personnes âgées à l'Organisation mondiale de la santé, et qui a lancé une campagne mondiale de lutte contre l'agisme en disant « L'agisme affecte profondément la santé des vieux ». En ce sens, ça nous concerne, nous, professions de santé. D'accord ? Et comment ? Eh bien, d'abord, l'agisme est individuel, c'est-à-dire que chaque personne, vous verrez que sur la planète, une personne sur deux est agiste. C'est une catastrophe.
une personne sur deux sur la planète est agiste. Donc ça intéresse des individus, ça intéresse la relation interpersonnelle. L'agisme s'exprime dans la relation, d'où les problèmes d'éthique. Éthique, santé, relation, ça va ensemble. Troisièmement, l'agisme est institutionnel. On reverra ce que ça veut dire. Ça veut dire que les institutions en elles-mêmes sont agistes. Interdit de greffer au-delà de 75 ans, c'est de l'agisme. D'accord ? L'agisme est culturel. Et plus la culture est, entre guillemets, jeuniste, par exemple, plus il y a de l'agisme contre les vieux. Et enfin, cinquièmement, l'agisme concerne tous les âges. Vous pouvez décliner à chaque âge une situation agiste. Alors, si on en parle aujourd'hui, c'est par du luxe, c'est que cet agisme, il a beaucoup de morts sur la conscience. Mais il y a eu des pionniers. Celui que j'ai remplacé à Grenoble, le professeur Robert Hugonneau, né en 1922 et mort en 2010, a été le premier à lancer l'alarme en Europe par son livre « Violence contre les vieux », plus les autres livres qu'il a écrits après. Et je conclurai mon propos devant vous par une phrase que j'ai retirée de ces livres. Alors, Robert Hugonneau et Ida Idel, qui était une gériatre d'Oslo, norvégienne, qui a été également une pionnière sur le problème des violences, quand ils ont commencé à parler de la violence contre les vieux, eh bien, ils étaient absolument, les gens étaient interloqués puisque personne n'aurait pensé qu'on soit violent contre les vieux. Et ils ont montré très vite que 10% des vieux en France, ou en Norvège, ou en Europe, ou aux États-Unis, quelquefois plus dans d'autres pays, étaient victimes de violences. Aujourd'hui, on dit maltraitance, d'accord ? Parce qu'elles étaient vieilles. Alors, Ida Idel, dont vous venez de voir la photo, qui était venue passer 6 mois à Grenoble comme prof, invitée, elle définit la violence contre les aînés. Ça, vous connaissez un peu cette question de la maltraitance. Un membre de la famille ou une autre personne proche fait preuve envers une personne de plus de 65 ans, elle est agiste là, en utilisant ça. Je crois qu'aujourd'hui, on ne le ferait plus. On ne mettrait pas un âge chronologique. C'est interdit aujourd'hui d'utiliser l'âge chronologique. C'est agiste d'utiliser l'âge chronologique. On peut dire que quelqu'un est fatigué, quelqu'un qui a une fragilité mérite telle et telle chose. Mais on ne peut pas le définir par l'âge, en tant que personne. On peut faire des statistiques sur les âges, mais on ne peut pas, pour une personne donnée, utiliser l'âge pour la discriminer. Et vous savez, comme moi, que dans nos institutions sanitaires, il y a plein de règles utilisant l'âge chronologique. On a le droit de faire une statistique sur les groupes âgés, mais ça ne s'applique pas à la personne, parce que chaque personne a sa vie, a sa différence. Je veux dire, un vieux de 85 ans, il peut être très fragile, très malade, en train de mourir, ou il peut être en train de monter le Mont Blanc. Donc ça n'a aucun sens. Et c'est discriminant. Vous voyez ? Peu à peu, je vous fais rentrer dans cette logique-là. Alors, négligence grave, etc. Alors, la maltraitance, qui est le mot d'aujourd'hui, c'est quoi ça ? Je n'arrive pas à lire. Vous avez parlé 15 minutes. 45 minutes. 15. Ça m'étonnerait. Ça fait 15 minutes. J'entends rien. Ça fait 15 minutes. Que je parle ? Oui. Ah, merci. Non, je n'avais pas compris. Soyez plus clair. Mais moi, je suis un peu sourdingue, alors. Je suis vieux, hein. Alors, la maltraitance, elle s'exprime soit contre les personnes âgées, soit contre le groupe des vieux. Donc, il y a deux choses différentes. Pour les personnes âgées, c'est ce qu'on appelle
violence, sévices, exploitation, négligence. Tout ça, ça peut se décliner. Je n'ai pas trop le temps de rentrer dans ces éléments, mais je voudrais que vous compreniez que l'agisme, lui, c'est plutôt porté par la culture, et de ce fait, c'est porté aussi contre le groupe. C'est plutôt social, hein, sociologique, mais ça concerne aussi des personnes. Alors moi, je vous propose une définition que je vous propose aujourd'hui d'ailleurs, parce que j'ai travaillé pour ça. On va aller assez vite, mais je vais la lire très lentement, parce que pour moi, elle résume tout ce que je vais dire aujourd'hui. Donc si jamais vous avez cette définition quelque part, vous prenez en photo ce que vous voulez, mais pour moi, c'est la définition la plus adaptée aujourd'hui, et je le dis comme ça. L'agisme est un comportement social ségrégatif affectant actuellement la moitié de la population, qui est préjudiciable par catégorie d'âge à la santé des personnes, comme les jeunes, et notamment comme les adultes aînés, comme les vieux, fondé sur des idées fausses sur la jeunesse. Ah, c'est jeune, fondé sur les idées fausses sur la jeunesse, ou sur la vieillesse. Ah, c'est vieux. Ça s'appelle des stéréotypes, ces idées fausses, ou justes, mais enfin, souvent fausses. C'est accentué par le sentiment, conscient ou inconscient, que ces personnes, jeunes ou vieilles, sont dangereuses, nuisibles, impures, ou bien sont surestimées ou sanctifiées. Et cela induit un comportement inadapté, soit de protection excessive. Je t'interdis de lever ma maman ou ma grand-mère parce que tu risques de tomber. C'est de l'agisme. On a le droit de prendre des risques quand on est vieux, hein. C'est à vous de choisir, hein. C'est pas aux autres. Ou bien un comportement inadapté de maltraitance à l'égard des personnes et de la vaste population concernée. Donc, j'ai mis dans cette définition tout ce que je pensais important pour comprendre l'agisme aujourd'hui. Si j'avais à le faire, c'est ça que je dirais. Donc, je dois écrire quelques articles là-dessus en ce moment. On m'a beaucoup demandé, donc j'ai dit à votre organisatrice ici présente que ça me servira, tout ce que je vous dis aujourd'hui me servira à écrire l'article que je dois envoyer bientôt. L'agisme vécu au quotidien. Alors, évidemment, les vieux feraient mieux de rester chez eux. Vous avez bien compris que cette vieille dame, elle est pantoise devant cette affiche. C'est une affiche que j'ai photographiée sous le métro aérien à Paris. Et c'était un bon mot de publicitaire. Je ne sais plus pourquoi, mais ça m'a tout autant choqué que ça a choqué cette dame. Mais il paraît que c'était rigolo, etc. Ben, c'est pas forcément rigolo pour les gens qui lisent ça. D'accord ? Ça concerne au quotidien la société, la santé, l'emploi. Il y a de l'agisme dans l'emploi. Hein. Oh, il est trop vieux, je ne vais pas le prendre. Oh, il est trop jeune, je ne vais pas le prendre. D'accord ? Alors, il y a des stéréotypes, il y a des préjugés et il y a des comportements. Je reviens. Sur les stéréotypes, les exemples, c'est les Noirs sont... C'est un stéréotype raciste. Ou tous les étrangers sont... Tous les migrants sont des voleurs. C'est un stéréotype xénophobe. Vous voyez que ça n'a aucun sens par rapport à une seule personne. Donc c'est très dangereux, les stéréotypes, au niveau sociologique. Hein. C'est comme ça qu'on déclenche des guerres. Hein.
le sexisme. Toutes les femmes sont, tous les hommes sont, ou bien les stéréotypes caricaturaux du vieillissement, c'est les vieux sont tous conservateurs. Les vieillards sont des sages, dit-on, pas plus que les autres. Je ne sais pas pourquoi on décide que les vieux sont des sages. Non, c'est des stéréotypes protecteurs qui peuvent être dangereux ou hyper protecteurs, d'accord? Il n'y a pas que le mal, il y a le bien, entre guillemets. Les plus de 50 ans sont technophobes. Je connais beaucoup de gens qui, à 80 ans, sont assez costauds sur l'utilisation d'Internet et des outils numériques. Les jeunes sont inconstants, ils ont la tête en l'air, pas plus que les vieux. Voilà ça, ce que c'est qu'un stéréotype, d'accord? On avance. Les préjugés, deuxième niveau de psychologie de l'agisme. Ils peuvent conduire à des formes d'agisme importants. Par exemple, le jeunisme, qui estime que les jeunes sont plus aimables, possèdent plus de qualités que les vieux. C'est tout aussi faux que le contraire. Je veux dire, en réfléchissant 5 minutes, ça ne tient pas debout. Ou bien, c'est les vieux qui gouvernent. C'est possible qu'ils aient plus d'argent et qu'ils contrôlent la bourse. Ça, c'est vrai. C'est les vieux qui contrôlent la bourse. Pour autant, est-ce que c'est une mauvaise chose, une bonne chose? Moi, j'en sais rien. Je ne donne pas de jugement. Je n'ai pas beaucoup d'actions en bourse. Et puis, troisième niveau, le comportement. J'agis en agiste. Et vous connaissez ça peut-être. Absence d'intérêt ou d'empathie face à une personne parce qu'elle est vieille. Ou parce qu'elle est jeune. C'est rigolo de se moquer des vieux. On voit des spots à la télé où on montre des vieux, etc. Ça va à un moment, mais c'est limite, c'est tendancieux. Hein? Blague sur les vieux et les vieilles personnes. Je ne la regarde même pas, et surtout pas dans les yeux. La personne âgée, mais transparente. Geste ou attitude hostile envers les personnes âgées. Voilà. Alors pour le grand public, assez récemment, Radio-Canada, il y avait une émission où, lorsque Joe Biden a été élu président des États-Unis, plusieurs personnes ont souligné son âge avancé, notamment son prédécesseur Trump, qui utilisait ça alors qu'il doit avoir 3 ans de moins, quelque chose comme ça. Pour certains, cela peut être vu comme de l'agisme. Faisons-nous preuve d'agisme? C'est la question qui se posait à Radio-Canada. Alors, après, ils définissent l'agisme, on vient de le voir, je ne veux pas aller... Mais enfin, c'est quand même un processus d'exclusion qui va s'appuyer sur des préjugés, des stéréotypes. Cette façon de juger une personne sur son âge peut être légitime dans certaines circonstances, bon, mais elle se base principalement sur des idées préconçues et fausses. Troisième partie, conséquences de l'agisme sur ses victimes. Alors, si je reprends mon ami John Byrne, il définit ce qu'on vient de voir maintenant, 3 niveaux à prendre en considération quand on prend l'agisme comme quasiment une maladie sociale ayant des conséquences sur la santé. Le cognitif, c'est ce qu'on appelle les stéréotypes, on vient de les voir, hein, c'est le niveau cognitif, hein, les idées. L'affectif, cognitif, le cerveau, hein. L'affectif, le cœur, c'est un symbole, avec des préjugés, c'est-à-dire qu'on n'a peut-être pas des idées construites sur les vieux, mais on n'aime pas les vieux, ils sentent mauvais, et puis ça risque de me donner des maladies, je ne veux pas toucher un vieux. Et les vieux, ils sont emmerdants parce qu'ils gênent le fonctionnement de l'hôpital, ils bloquent des lits. Ça s'appelle un préjugé, ça. C'est pas là que ça se passe, c'est dans le cœur, c'est le préjugé. Les Noirs sentent mauvais. C'est même pas un stéréotype, c'est un préjugé. J'ai l'impression qu'ils sentent mauvais. Bon, ils n'ont peut-être pas la même odeur. Les Blancs sentent mauvais aussi pour les Noirs, bon, c'est bien connu.
et puis cette discrimination. Voilà les trois niveaux d'attaque au niveau, je dirais, de la santé. Il faut travailler sur ces trois aspects. Alors, enfin, l'agisme est individuel et interpersonnel, on l'a vu. L'agisme est institutionnel et culturel, et l'agisme concerne tous les âges. Évidemment, la Covid a mis en exergue les travers de l'agisme. On peut dire que la crise de la Covid a accentué fortement l'agisme et ses complications. Et il y a pas mal d'études ou des avis multiples qui pensent qu'il y a eu des morts par agisme, par ségrégation des âges. Vous le savez bien, notamment dans les maisons de retraite. On a même poussé pas mal de vieux au suicide, ou même au suicide assisté au début de la pandémie, quand c'était panique à bord dans les institutions, panique à bord dans les EHPAD. C'est pas rien. Alors l'OMS a codifié un peu tout ça en disant pendant la crise de la Covid, l'agisme a augmenté la fragilité sociale, augmenté les risques liés au retrait des services médicaux qui se sont arrêtés d'un jour à l'autre, risque d'exclusion sociale et d'abandon, syndrome de glissement dû aux mesures sanitaires. Vous savez ce que c'est? Qui sait ce que c'est qu'un syndrome de glissement? Quelques-uns, voilà. Pour aller très vite, syndrome de glissement que les gériatres ont décrit depuis pas mal d'années, en France d'ailleurs, c'est les Français qui ont décrit ça. C'est quelqu'un qui se laisse aller sans rien dire, mais qui va moins manger, qui ne s'intéresse plus et qui va mourir en 15 jours. Et on ne peut pas faire grand-chose. Certains disent que c'est une déprime. La déprime, le traitement n'a pas trop marché, et c'est plutôt la psychothérapie, la conviction qu'il faut utiliser, sinon les gens meurent. Inégalité et agisme, pratique médicale de gestion de fin de vie et questionnement éthique, avec ces questions quasiment d'euthanasie dont je parlais il y a un instant, des conséquences fortes sur le droit des personnes âgées, avec la nécessité de mesures de prévention. Alors, je ne vais pas trop détailler, mais je n'ai pas trop le temps ni trop envie, mais vous voyez qu'on a énormément d'indices qui nous ont frappés pendant la crise de Covid sur l'agisme et ses répercussions sur les gens âgés. Toute la catastrophe dans plein de pays due à l'arrêt brutal des services de soins à domicile pendant la Covid, avec panique pour les vieux qui ne pouvaient plus trouver quoi que ce soit, et, même à manger quelquefois en Angleterre. Alors les risques d'exclusion sociale et d'abandon ont été nets pour les malades qui avaient des troubles cognitifs. Ça a été un risque d'aggravation très forte de cette tendance agiste pendant la crise de la Covid. Les crises de handicap, les gens en handicap moteur abandonnés également. Les problèmes de première nécessité, plus d'argent, plus de nourriture pour certains vieux. Plus d'argent, plus de nourriture. Et puis, violence domestique, suicide des aînés, fracture numérique. Claudia Mahler, qui est prof de psychogéontologie à Vienne, a été nommée rapporteure, experte indépendante des Nations Unies, et elle a fait un rapport là-dessus. Je n'aurai pas le temps de le détailler, mais pour vous qui travaillez là-dessus, c'est sûrement du rapport Mahler qu'il faudra partir. Hein. Alors cette experte montre l'ampleur de l'agisme et conclut à des recommandations pour les différents États. Je vais plus vite. Ce rapport, je souligne 3 points sur les points 59 de son rapport, 60 et 61, sur ce qu'on peut dire dans le domaine de la santé. Dans le domaine de la santé, son enquête mondiale a montré d'abord que les vieux étaient exclus de la majorité des études cliniques
sur les nouveaux traitements, qu'il y a dans le système de santé des refus d'administrer certains médicaments aux vieux, des remontrances, des coûts à des vieux, l'isolement, l'abandon, la négligence, les attitudes négatives dans le système de santé et des décès précoces à cause de l'agisme. Et il faut bien dire que l'agisme, qui est de la non-qualité sociale, coûte très cher. L'agisme, qui est de la non-qualité sociale, coûte très cher à la société. Comme la non-qualité pour fabriquer des automobiles, excusez-moi, coûte très cher aux fabricants d'automobiles. Sur le point 60, il y a certains professionnels de santé qui se réfèrent à l'âge des patients pour leurs décisions. Et ça devrait être interdit aujourd'hui. La culture gérontologique est insuffisante chez les professionnels de santé. Et il y a eu toute une série de problèmes où on n'avait pas assez d'équipement pendant la crise, on a isolé les pensionnaires, les gens mouraient dans la solitude. Et le point 61, il y a des établissements où il y a un mépris total de l'avis des patients sur ce qui les concerne, des soins médicaux inadaptés, des erreurs de diagnostic et des attitudes agistes, écourtant la vie de 7 années en moyenne selon certaines études. L'ampleur des conséquences sociales de l'agisme. Alors, la ségrégation par l'âge, elle commence à l'école, puisqu'on classe les élèves par âge pour les faire rentrer dans les classes. Et après, ça continue jusqu'à l'adolescence, et où l'adolescence, ça s'aggrave, c'est-à-dire que les adolescents entre eux deviennent agistes d'une année à l'autre. L'année de naissance, vous avez vu cette histoire de 2010, là, c'est typique. Et ça continue toute la vie. Donc il est possible que vous assistiez dans les années qui viennent à une critique de l'entrée à l'école dans des classes selon l'âge. Peut-être qu'il faut remodeler la ségrégation par l'âge et par vagues successives et faire une école où l'entrée se fait par d'autres critères, comme dans certaines nouvelles façons d'enseigner, Montessori ou autre. Alors, cette ségrégation concerne aussi les vieux, qu'on a mis dans des résidences. Alors, pour aller là aussi rapidement, techniquement, sur la société, vous avez une ségrégation institutionnelle, au niveau de l'école, on vient de voir, au niveau de l'emploi, puisqu'il y a des blocages de l'emploi parce que les gens sont trop vieux ou parce qu'ils sont trop jeunes, et puis vous mettez le curseur où vous voulez, donc ça vous permet de dire élégamment derrière l'agisme que vous voulez embaucher personne. Bon. La ségrégation peut être spatiale, notamment au niveau des transports, au niveau de la communication, il y a des îlots et des îlots parages dans certains quartiers. Oui. Il y a des adultes qui migrent vers des quartiers où il y a plus de vieux et des jeunes qui migrent dans des quartiers où il y a plus de jeunes. Et ça, c'est très mauvais et il vaut mieux faire de l'interage que ces ségrégations d'âge. Et puis la ségrégation culturelle. On ne parle pas la même langue jeune que la même langue vieille. Dans la langue, il y a une ségrégation, il y a des différences et des habitudes. L'agisme numérique, avec la fracture numérique, vous trouverez cela partout. Je vais aller un peu plus vite, un peu plus loin. Ne vous inquiétez pas, je laisserai mes documents de toute façon si vous voulez travailler là-dessus. Voilà, je parle là-dessus. L'agisme et le féminisme, c'est la double punition pour les vieilles dames. Être une femme et être vieille,
C'est une double punition, quelquefois. Et puis, je vais avancer. Si vous voulez, je vais aller assez vite sur les explications socio-psychologiques, et c'est Boudjemadi qui m'a le plus intéressé. Je passe là aussi rapidement. Donc, vous trouverez des éléments de Boudjemadi qui a fait sa thèse de sociologue à Nancy et qui donc maintenant est prof à Strasbourg. Je vais assez vite là-dessus, ne vous inquiétez pas, je tourne mes diapos, tout ça, j'en ai déjà parlé tout à l'heure. Sachez que l'agisme peut fonctionner inconsciemment. C'est peut-être intéressant sur le plan de la physiopathologie de l'agisme, si vous me permettez ce terme. Ça peut être inconscient ou ça peut être conscient, quand il faut en avoir conscience. Il y a des études qui ont été faites. Une étude qui montre que l'agisme explicite diminue plus on gagne en âge. Alors cette courbe qui monte en gris, il faut la voir à l'envers. Plus ça monte, plus ça diminue l'agisme des gens. Donc par catégorie d'âge, et là on a le droit de le faire, c'est des statistiques, c'est sur des grandes populations, on a le droit d'utiliser le critère d'âge. On n'a pas le droit de l'utiliser pour des personnes, vous avez compris? C'est depuis 2002 que l'OMS et que l'ONU a dit ça, donc, mais ce n'est pas encore appliqué. Et alors on voit que explicitement, si on a 71 ans et plus, on est peu agiste. Par contre, si on étudie les caractères implicites de l'agisme, vous voyez qu'à 71 ans, on est toujours aussi agiste que quand on est jeune. Vous voyez la courbe noire, elle ne monte pas. Ça veut dire que les vieux, ils sont toujours agistes dans leur tête, même si dans le discours, ils ne le disent pas. C'est un des problèmes. Je passe sur les études qui ont été faites, sur la fréquence cardiaque, etc., pour mesurer les préjugés. Quand vous mettez un jeune face à un jeune, sa fréquence cardiaque n'augmente pas. Quand vous mettez un jeune face à un vieux et le jeune n'aimant pas les vieux, sa fréquence cardiaque augmente. Donc il y a des signes physiologiques de cette répulsion des vieux dans les formes les plus graves. Il y a des études qui montrent l'étrangeté des personnes âgées. Le cas le plus abouti de l'agisme, quand vous êtes agiste, le plus abouti, c'est que vous considérez que les vieux ne font plus partie de l'espèce humaine. Ils perdent leur humanité. C'est une évolution psychologique et on a mesuré cela. Je vais rapidement. Et là, vous voyez sur ce tableau, je vais aller là aussi relativement vite. C'est simplement pour vous dire que la notion d'humanité se rapproche ou non de la situation agiste. Par exemple, vous avez deux échelles. Vous avez l'échelle en dessous qu'on appelle compétence, pour faire court, l'intelligence, la compétence mentale, d'accord? Plus on va vers la droite, plus on est compétent mentalement. Et sur l'ordonnée, vous avez la chaleur, c'est-à-dire la chaleur humaine que vous avez dans la relation avec les gens. Quand vous croisez ces deux courbes, vous avez un groupe en haut à gauche dit animalistique, c'est-à-dire vous considérez que le vieux n'est pas humain, il est animal. D'accord, on l'aime bien, ça peut aller assez haut, hein. C'est les gens handicapés, hein, vieux et handicapés, on l'aime bien, mais il ne fait pas partie de l'espèce humaine. Ou bien les malades. En bas à droite, vous avez des gens, sur le plan de la chaleur, on n'aime pas trop, mais on considère que ça marche quand même dans leur tête, c'est le groupe des vieux conservateurs. Leur tête fonctionne,
mais vous les aimez pas trop. Et puis alors, là où ça va le mieux, c'est le groupe, j'ai fait tout en haut là, c'est les grands-parents. Alors les grands-parents, ils ont tout gagné. On est affectueux pour eux et ils sont très intelligents. Ou bien les chanteurs de 80 ans, on les aime bien, hein, on les aime bien et ils sont très bien. Donc ce sont des stéréotypes qui peuvent être là, qui peuvent vous aider dans les campagnes de lutte contre l'agisme à réintroduire une vision différente de l'approche qu'on peut avoir sur les vieux. J'en dis pas plus avec la théorie du management par la terreur qui explique qu'en fait, si on a peur des vieux, c'est qu'on a peur de la vieillesse, et si on a peur de la vieillesse, c'est qu'on a peur de la mort. Et c'est l'explication qu'il y a des gens qui ont une peur panique et animale des vieux, parce qu'en fait, le vieux lui fait penser à la mort et que la mort lui fait très peur. Voilà les études qui ont été faites là-dessus, je passe. Que peut-on faire individuellement? Eh bien, voilà une diapo qui est unique sur cette partie-là. Se former et s'informer sur l'agisme, sur les droits de l'homme, sur l'éthique relationnelle, sur la déontologie des professions de santé, à titre personnel. Deuxièmement, changer ses propres stéréotypes, ses propres préjugés, son propre comportement agiste de négatif en positif. Il ne faut pas aller trop loin non plus. Il ne faut pas aller vers l'excès consistant à dire « Ah, les vieux sont formidables » et leur enlever leur liberté. Non, les vieux sont comme les jeunes, les vieux comme les adultes. Il y en a des bons, il y en a des mauvais, des intelligents et des cons, voilà, c'est pareil partout. Et enfin, adopter un comportement éthique et bienveillant par rapport aux patients. Le respecter en tant que personne, c'est le principe d'humanité, de l'éthique relationnelle. Le respecter et favoriser son autonomie de choix. Respecter l'autonomie de la personne. Troisièmement, respecter tous les principes de l'éthique relationnelle que je vous recommande d'acquérir parce que ce n'est pas assez diffusé, notamment les principes dits de vigilance, d'équité et tous les principes d'éthique relationnelle. Si vous avez besoin de quelque chose là-dessus, vous me le direz. Que peuvent les professionnels de santé et du social? Alors il y a des techniques dérivées de la lutte antiraciste qui permettent de travailler sur une lutte anti-agiste. Mais pour moi, ça n'a pas encore vraiment donné de très bons résultats. Comment mettre des images subliminaires dans les films, par exemple, pour montrer des bons vieux et des vieux sympas que vous ne voyez même pas, mais qu'on met dans les films pour que dans votre subconscient, vous commenciez à aimer les vieux. Tout ça, je m'en méfie beaucoup, c'est assez américain, peut-être ça marche, je ne sais pas pour le moment ce qui est bon. Ce qu'on a vu, merci bien, je vais bientôt finir. Alors on a fait des campagnes. Ah, les vieux sont dynamiques. Luttons contre les discriminations. Les vieux sont compétents. Ou bien, les vieux sont engagés. Il n'y a pas une mairie en France qui marcherait sans les vieux, hein, parce qu'il n'y a pas une association loi 1901 en France qui marcherait sans les vieux. Voilà. Il y a plein de couples qui sont bien contents d'avoir la grand-mère pour garder les enfants. Voilà. Ou bien complices. Il y a un problème avec ces campagnes, ça c'est une campagne faite par le maire de La Roche-sur-Yon. C'est très bien, mais il y a un problème. Ce type d'action peut être contre-productif. Il appelle le jeunisme comme valeur et crée une ségrégation entre jeunes vieux et vieux vieux. Vous m'avez compris? Donc ce n'est pas forcément la bonne solution. Il faut se méfier de ces... Pour le moment, on vasouille, hein. À mon avis, on vasouille.
On est au niveau politique, alors au niveau international, vous retrouverez beaucoup de choses dans la littérature de l'Organisation mondiale de la santé sur le rapport des Nations Unies. Il faut des politiques et des lois qui traitent le problème de l'agisme. Il faut des activités éducatives pour lutter contre les idées fausses. Et il faut des activités intergénérationnelles qui sont le meilleur traitement anti-préjugés. On a fait des expériences en mettant des jeunes dits des quartiers, entre guillemets, qui n'avaient jamais vu de vieux, au contact de vieux, en commençant par de la visiophonie à distance. Ça a été fait au Québec. Et ils ont découvert les uns et les autres, ils se sont découverts. Puis il y a eu besoin de se retrouver dans la maison de retraite, et ça s'est fait, ça a vachement bien marché. Donc il y a des choses à faire. Il y a des tas de choses que je passe sur la Déclaration universelle des droits de l'homme. J'ai plus trop le temps. Les droits de l'homme, ça, il faudrait une conférence pour ça. L'éthique, n'oubliez pas les principes de l'éthique. Et surtout, on a besoin d'une convention internationale nouvelle pour le respect des droits fondamentaux des vieux, comme on a une convention sur le droit des enfants, sur le droit des femmes, sur le droit des personnes handicapées. Vous avez entendu parler de tout ça, hein? Mais il nous manque celle des vieux. Ça fait 10 ans qu'il y a tout un groupe de gens qui militent, dont votre serviteur, pour qu'aux Nations Unies, on ait un nouveau traité international. Et c'est ce que dit l'experte internationale que je vous ai montré tout à l'heure, Claudia Mahler. Il faut une nouvelle convention internationale sur le respect des droits des personnes âgées. Si vous entendez parler de ça, eh bien, allez-y. Je termine pour dire qu'au niveau de la France, on a des lois et le code pénal peut être utilisé en pénalisant l'agisme par la loi pénale. C'est possible, c'est jamais fait. C'est possible, c'est jamais fait. Et alors je vous montre ici une campagne qu'a lancée la Société française de gériatrie et gérontologie, Old Lives Matter, ce que j'ai là normalement, ce pins. Et vos organisateurs ont prévu pour vous des pins, mais vous viendrez les chercher pour les porter. Old Lives Matter, la vie des vieux me concerne. Et allez-y, et il faut vraiment partir sur ces trucs, sur ces actions soutenues par la Société française de gériatrie et gérontologie. Et je veux conclure. Chacun, chacune doit s'informer, se former, se transformer. Deuxièmement, l'éthique relationnelle, par ses principes, contribue à réduire l'agisme. Troisièmement, les institutions sanitaires et sociales se doivent d'éliminer toute procédure de ségrégation par l'âge. Il y a beaucoup à faire. Quatrièmement, l'État, par ses lois sociales, doit promouvoir le changement nécessaire des mentalités. Et cinquièmement, les Nations Unies, porteuses de la DUDH, Déclaration universelle des droits de l'homme, doivent veiller au respect des droits chez les aînés par l'établissement d'une nouvelle convention internationale contraignante. Soyez militants. Et mon maître Hugonot disait « L'existence de violence contre les vieux doit être mise sur la place publique. » Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Je vous remercie de votre attention. Et s'il y a quelques questions... Merci. S'il y a quelques questions, je les prends. J'ai encore 1 minute, 5 minutes. Voilà, ne vous privez pas. Du coup, j'ai une question. Attends, on va peut-être... il faut un micro, non? Parle fort, alors. Okay. J'ai une question, en fait, c'est par rapport justement à la définition d'agisme. Qu'est-ce qui fait qu'elle a émergé durant ces dernières années, depuis les années 80, enfin 79-80? Pour moi, l'hypothèse la plus forte, c'est l'hypothèse démographique. C'est-à-dire qu'on n'a jamais eu dans l'histoire de l'humanité autant de vieux.
Et donc l'augmentation de la masse des vieux crée une instabilité dans nos systèmes et qui doit faire peur quelque part de façon irrationnelle. D'accord ? Il y en a plein d'autres d'explications, mais pour moi, c'est assez mécanique, c'est-à-dire la masse des vieux fait qu'il faut que la société s'adapte. Pour autant, il ne faut pas jeter les vieux, je ne crois pas. Je plaide pour moi, je suis vieux, mais je pense que c'est ça, et il faut apprendre à vivre ensemble. Autre question ? Oui, fort. Quand vous dites que se référer à l'âge des patients pour la prise de décisions médicales devrait être interdit, finalement, est-ce que c'est pas problématique dans certaines situations où l'âge peut être un facteur, comment dire, où par exemple telle possibilité serait plus risquée selon telle catégorie d'âge, ou ce genre de choses? Si tu te réfères à la gériatrie vous apprend à contourner ce problème. C'est-à-dire vous considérez la fragilité de la personne et non pas son âge. Et si vous faites des échelles de fragilité, vous dites il est trop fragile, on ne peut pas lui faire de chimio. Ce n'est pas à cause de son âge. C'est pareil pour les enfants. C'est la fragilité qui compte. Il faut faire un diagnostic de fragilité, c'est vachement important. Hein ? C'est pour ça que les kinés ont un beau métier parce qu'ils sont en contact avec ce qu'on appelle la fonction. Vous êtes là pour améliorer la fonction. Ça n'a rien à voir avec l'âge. Alors statistiquement, si on est très très vieux, on a plus de risque d'être fragile. Mais ce n'est pas l'âge. Est-ce que je me suis fait comprendre ? D'autres questions ? Même les derniers arrivés, si vous avez des questions. Il n'y a aucune question bête. Oui, encore 2 questions. Allez, fort. Et aussi par rapport à vous parler de l'agisme implicite et explicite, en disant que du coup l'explicite diminue avec la progression de l'âge, contrairement à l'implicite. Est-ce que du coup vous pensez que le fait que les personnes âgées soient elles-mêmes assez agistes de manière implicite se répercute surtout sur elles-mêmes ou sur leur relation avec d'autres personnes âgées? Ça c'est une constante. Vous n'allez pas me faire rentrer dans la maison de retraite. Il n'y a que des vieux. Et la personne qui parle, elle a le même âge que les vieux. C'est typique. Donc il faut le savoir. C'est normal. Mais il faut. On pourrait discuter longtemps de cette question-là aussi. Hein ? Oui ? Ma question c'était est-ce que vous avez donc un avis, est-ce qu'on est prêt en France à donc accueillir le nombre de personnes qui vont rentrer en institution, parce qu'avec le baby boom, là, les personnes âgées vont commencer à entrer en dépendance. Est-ce que vous pensez que du coup ce nombre qui va augmenter, est-ce qu'on est prêt à le gérer? Alors, c'est un challenge, comme on dit, mais il faut y arriver, d'accord ? Ça n'aura qu'un temps, c'est-à-dire dans votre profession, quand tu auras presque l'âge de la retraite, tu seras après la vague. La vague, c'est ma génération, c'est-à-dire que moi, dans 10 ans, je serai vraiment pas bien. Et donc, la vague des baby boomers va se terminer, on sait quand. En 2050, ça va commencer à baisser. D'accord ? 2050, c'est pas très très loin, quoi. Et ça, c'est le premier point. Deuxièmement, c'est une question d'adaptation de nos systèmes, c'est une question de préparation. Mais si on ferme les yeux, on n'y arrivera pas. Il faut les ouvrir et on a tout ce qu'il faut pour y arriver. Parce que là, il est clair que les vieux apportent aussi des choses à la société. Et qu'ils apportent aussi un boom économique. Ça s'appelle la silver economy. Donc, tout n'est pas négatif, il faut simplement s'adapter, comme les plantes s'adaptent au climat. Et la société doit s'adapter à cette nouvelle donne. Je dirais la grandeur de la société, c'est de savoir surmonter cette difficulté. J'imagine mal qu'on arrive à une guerre entre les âges et qu'on s'entretue entre les jeunes et les vieux. C'est un scénario que j'aimerais pas voir et je suis sûr qu'on peut l'éviter. On va peut-être s'arrêter ?
tu peux distribuer à ceux qui le veulent. Elle a fait fort, hein. Elle a fait fort d'avoir ce Old Lives Matter. J'étais le seul à l'avoir. Hein, j'étais le seul à l'avoir. Ben maintenant, vous pouvez l'avoir si vous voulez. Allez, merci bien.